Non, une seconde. Recording. Vous saluez. Donc, moi-même, José Arias, donc, responsable de la Libre Pensée de Moselle, membre de la Commission administrative nationale. Cette conférence a été décidée dans le cadre de notre fédération départementale. Et donc, mais les choses étant ce qu'elles sont, eh bien, voilà, donc, les réseaux sociaux permettant cette évolution, ben voilà, vous êtes là et on est bien content. Donc, on a décidé d'inviter Jean-Marc Schiappa parce que le sujet actuel dont tout le monde parle, c'est les 150 ans de la Commune de Paris. Que ce soit dans les revues, dans les organisations, sur les réseaux sociaux, à la télévision, eh ben, il en est beaucoup question. Il a dit beaucoup de choses et il nous semblait intéressant de questionner quelqu'un qui fait autorité en la matière. Donc, Jean-Marc Schiappa, historien. Je ne fais autorité sur rien, c'est un terme que je récuse. D'accord, d'accord. Ok. Docteur en histoire contemporaine et président de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. Et donc, il nous a semblé intéressant de l'inviter. Voilà. Je te laisse la parole. Et puis, alors, ce que je vous conseille, c'est de couper votre micro, ou alors je le coupe moi, d'autorité. Ça évitera les bruits de fond. Voilà. Donc, il y en a pour environ 40 minutes, m'a dit Jean-Marc. Très honnêtement, je n'en sais rien parce que j'ai toujours tendance à faire des digressions. Et en revanche, j'ai aussi tendance à couper des choses que je comptais dire. Donc, on verra bien. Eh bien, chers amis, chers camarades, bonsoir. Je vous prie tout d'abord d'être particulièrement indulgents parce que c'est la première visioconférence que j'anime et mes connaissances en termes de technique sont, disons, pour être modeste, des plus limitées, pour ne pas dire catastrophiques. Bon, c'est comme ça. Nous allons faire avec les moyens du bord, parce que par ailleurs, on fait toujours avec les moyens du bord. Premier élément, si on veut discuter de la Commune de Paris, c'est d'avoir, je dirais, des éléments de méthode. Toute discussion sur la Commune de Paris, comme toute discussion de nature historique d'ailleurs, nécessite quelques précautions, car il s'agit de ne pas se méprendre sur l'objet de la discussion. Par exemple, pouvons-nous dire que nous commémorons la Commune de Paris? Oui et non. Une commémoration, et c'est important, est toujours une cérémonie collective organisée pour conserver la conscience d'un événement et pour servir d'exemple. Cette cérémonie est doublement collective, le moment originel et le souvenir de ce moment. Elle lie et elle confond le passé et le présent. L'histoire dissocie les deux et en fait dialogue avec les deux. La commémoration, c'est toujours se souvenir ensemble. Et si ce souvenir est commun, il est nécessairement basé sur un récit officiel, ou convenu, ou commun, donc minimal. C'est le plus petit dénominateur commun. Attention, dans le combat politique, public, la commémoration est un outil bien précis, bien spécifique, et on ne peut le confondre avec aucun autre. Nous ne sommes pas contre les commémorations. Elles sont utiles dans la vie publique. Elles permettent le rassemblement autour d'une cause ou d'un fait défini simplement et fort symboliquement. Mais chacun comprendra, par exemple, que la commémoration à propos de la Commune de Paris, dont parle la droite du Conseil de Paris, si on en croit Libération du 18 mars, et la commémoration dont parle la libre pensée ne sont absolument pas la même chose. Alors commémorer, pourquoi faire? Pour nous, les choses sont simples. Pour célébrer, pour honorer la Commune de Paris. Nous sommes partisans. Ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas rigoureux dans nos explications, tout au contraire. C'est d'ailleurs la meilleure manière d'être partisan que d'être rigoureux dans l'explication. Nous ne pensons pas, comme telle adjointe de la mairie de Paris, qu'il y ait deux histoires, ce sont le terme exact, entre guillemets, deux histoires de la Commune de Paris. De fait, on serait au milieu. Cela fait furieusement penser à la personne qui s'interpose dans une scène de ménage et qui, en général, se fait houspiller, ou pire, par les deux parties réunies. Disons-le franchement, c'est de l'hypocrisie. La mairie de Paris vote pour l'inscription
du Sacré-Cœur au monument historique, Sacré-Cœur dont tout le monde sait le rapport qu'il a avec la Commune de Paris, et du bout des lèvres, rend hommage à la Commune. Mais quel hommage! Elle a refusé, la mairie de Paris, de donner le nom d'une station de métro à la Commune de Paris, comme le demandaient les amis de la Commune. Elle avait déjà, vous me direz, refusé de donner le nom de Robespierre à un lieu public parisien. Et si vous regardez ce que fait la mairie du 20e arrondissement en hommage, entre guillemets, il y a une fresque qui est qualifiée officiellement, c'est sur le document de présentation, donc par les élus, de, je cite, fresque éphémère. N'est-ce pas là un symbole? Nous considérons la Commune de Paris comme immortelle. La mairie de Paris la qualifie de éphémère. Nous célébrons, pas eux. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, la Commune ne peut pas répondre aux problèmes de 2021. C'est une évidence. Les problèmes de 1871 et ceux de 2021 ne se présentent pas de la même manière, parce que pour une très large part, ils ne sont pas les mêmes. Et chercher la réponse de maintenant, dans le contexte de 1871, serait à la fois stupide et réactionnaire au sens historique du terme. Les mesures sociales de la Commune peuvent être, à la lueur du XXIe siècle, jugées faibles. Mais les communards n'ont pas eu le temps, et probablement ils n'en avaient pas l'envie, j'en bafouille, de peaufiner un programme détaillé, précis, argumenté, articulé, comme on le voit chez certains alchimistes de laboratoire, toujours prêts à donner des leçons à la classe ouvrière. Il faut faire ceci, il aurait fallu faire cela, non les gars, attendez, j'ai un plan, etc., etc. Les communards avaient à répondre concrètement aux questions concrètes auxquelles se confrontait un mouvement concret, pas de laboratoire, des actes. Et considérer la Commune à l'aune des décisions prises dans les quelques semaines du printemps 1871, cela n'a aucun sens. Il faut toujours les replacer dans leur contexte. Et pour reprendre la formule de l'historien Michel Vauvel, dont je salue la mémoire en passant, il ne faut pas tirer sur les brins d'herbe pour les faire pousser. Les militants, et les libres penseurs sont des militants, ne considèrent pas l'histoire du mouvement ouvrier comme un missel dont il faudrait extraire tel verset ou tel psaume. Les militants considèrent l'histoire du mouvement ouvrier jusqu'à maintenant et d'un certain point de vue uniquement à partir de maintenant. Notre point de vue est pratique. On ne se pose que les problèmes que l'on veut résoudre. Et il ne faut pas chercher dans les questions de 2021 la réponse en 1871. Ça, ce sont deux éléments de méthode, je dirais, qui me semblent essentiels, parce qu'autrement, on dit la Commune a fait ça, donc il faudrait qu'on... Non. Mais pour comprendre ce qu'était la Commune, à mon sens, il faut, au point de départ, même rapidement, examiner le Second Empire. Parce que c'est du Second Empire, comme négation, qu'est sortie la Commune de Paris. C'est l'alliance du sabre et du bouclier, pour citer Blanqui, c'est le règne des jésuites à robe courte, pour citer Victor Hugo. Et même si les choses avaient commencé un peu avant, le Second Empire voit le déferlement du capitalisme industriel, les milieux d'affaires étant parfaitement imbriqués au système gouvernemental. La révolution industrielle arrive enfin en France, bien longtemps après l'Angleterre. Pour l'industrie, il faut de la main-d'œuvre, c'est évident. C'est l'exode rural. Et la population ouvrière va compter 27% de la population active, une progression considérable. Pour les arrivants en ville, le cabaret remplace l'église, pour reprendre une formule bien connue. Mais l'exode rural n'est pas comparable à ce qui s'est effectué dans d'autres pays. En France, la législation de la Révolution avait permis aux paysans de se lier à la terre. Et on ne quittait pas la terre aussi facilement que ça. Il faut donc faire appel à des main-d'œuvre étrangères, ce qui va expliquer la place considérable des étrangers dans le mouvement ouvrier en France. Il faut toujours dire le mouvement ouvrier en France, jamais le mouvement ouvrier français. Ce n'est pas une question sémantique. Et si la population ouvrière, la classe ouvrière, est en pleine expansion numérique, parce que l'industrie se développe, elle commence également à avoir conscience de sa force. Les grèves se multiplient, et contrairement à la réputation, cela m'avait déjà agacé quand j'avais vu ça dans un manuel de lycée, quand j'étais lycéen, il y aurait un empire autoritaire, ensuite un empire libéral. C'est du baratin absolu. On fusille 14 morts ouvriers
à Saint-Étienne en juin 1869, autant à Aubin en octobre de la même année, par exemple. On multiplie les amendes contre les militants, on les emprisonne, ce qui d'ailleurs est parfaitement stupide, parce qu'en prison, les militants qui ne se connaissent pas apprennent à se connaître les uns des autres et apprennent les uns des autres. Je ne développe pas cette question sur le mouvement ouvrier pendant la Commune, car elle est au cœur de l'intervention de mon camarade et ami Gabriel Gaudi sur le colloque de l'IREL, que je dirai un mot de ce colloque dans quelques minutes. Autre élément du Second Empire, il faut attacher la population au clergé, qui est un servile serviteur de l'État. Ce sont les apparitions de Lourdes, 1868. Imaginez ce simple chiffre, plus exactement ces deux chiffres. En 1858, il y a 7 miracles en une année. De 1958 à nos jours, il y en a eu quelque chose comme entre 60 et 70. Comme si le ratio, comme si la courbe allait s'effondrer. C'est ahurissant. Le cléricalisme est tellement pesant que même des personnes importantes du régime, comme le prince Napoléon, renaclent et lancent la tradition du repas gras le vendredi, dit saint le vendredi d'avant Pâques. Banquet fastueux, mais on imagine facilement que le reste de la population n'a pas ces préoccupations somptuaires. Et c'est dans ce contexte que la presse libre penseuse, pas les cercles, c'est pas encore comme ça que ça se fait, que la presse libre penseuse se développe. Donc il y a toute une gestation de la Commune de Paris. Et cette gestation éclate, bien évidemment, dans la révolution du 4 septembre 1870 qui aboutit à la chute de l'Empire et à la proclamation de la République, et va aboutir à la proclamation de la Commune et à la révolution du 18 mars 1871. Et là, je ne ferai pas de chronologie, je ne dirai pas le 17 mars il s'est passé ça, le 18 ça, le 19 ça. Une chronologie, c'est utile, mais il n'y a pas d'autre logique dans la chronologie que celle du temps. Il n'y a pas de logique politique dans une chronologie. Ou alors il faudrait la fouiller, mais ce n'est pas ça que je compte faire. Je compte essayer de répondre à la question: quelle est la caractéristique essentielle de la Commune? C'est d'avoir inscrit fondamentalement la démocratie. On pourrait même dire la démocratie tout court. La proclamation, par exemple, du comité central de la Fédération de la Garde nationale en date du 13 mars 1871, nous avions décidé que le colloque de l'IRELP aurait lieu le 13 mars, justement. Proclamation à l'initiative de cet immense militant du mouvement ouvrier international qui s'appelait Eugène Varlin. Cette proclamation dit: la Garde nationale affirme son droit absolu de nommer tous ses chefs et de les révoquer dès qu'ils auront perdu la confiance de leur mandat. Et pour prêcher d'exemple, la Garde nationale, je cite encore, décide que les chefs de tous les grades devront être soumis immédiatement à une nouvelle réélection. Cette manière de faire, cette décision, et ce que ça va entraîner, ce que ça va générer, est antagonique à tout pouvoir, qu'il soit monarchique ou qu'il soit bourgeois. La révocabilité des élus qui ont perdu la confiance de leur mandant, dynamite les secrets d'alcool. Rien à voir avec les campagnes présidentielles passées ou à venir. C'est la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat, va écrire l'International, et tout processus révolutionnaire à partir de 1871 va être et ne peut qu'être marqué par cela. J'ai évoqué la Première Internationale, donc je suis amené obligatoirement, et c'est normal même d'ailleurs, de citer la célèbre adresse de la Première Internationale qui a été publiée en juin 1871, peu de temps après les combats, rédigée par Marx, mais dont il ne faut jamais oublier qu'elle a été adoptée par le Conseil général de l'Internationale. Donc ce n'est pas quelque chose de Marx contre le monde entier, c'est la Première Internationale, et un certain nombre de ses dirigeants n'étaient pas marxistes, loin s'en faut, et cette adresse devient donc le patrimoine commun de tout le mouvement ouvrier, et ce n'est pas quelque chose de secondaire. Que dit cette adresse? On connaît bien évidemment la phrase clé. Son véritable secret, la Commune, le voici. C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail.
politique, économique. L'adresse continue, en détaillant les choses. La commune, elle ne continue pas d'ailleurs, c'était avant. La commune fut composée de conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. La majorité de ces membres étaient naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière. La commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois. Au lieu de continuer d'être l'instrument du gouvernement central, la police fut immédiatement dépouillée de ses attributs politiques et transformée en instrument de la commune, responsable et à tout instant révocable. Il en fut de même pour les fonctionnaires de tous les autres branches de l'administration. Depuis les membres de la commune jusqu'au bas de l'échelle, la fonction publique devait être assurée pour un salaire d'ouvrier. Je continue toujours cette citation, et qui, bien évidemment, beaucoup d'entre vous la connaissent, elle va encore plus teinter. Au lieu de décider une fois tous les 3 ou 6 ans quel membre de la classe dirigeante devait représenter, entre guillemets, et fouler aux pieds le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en commune, comme le suffrage individuel sert à tout autre employeur en quête d'ouvriers, de contrôleurs et de comptables pour son affaire. Bien évidemment, chaque jour qui passe, nous entendons de plus en plus d'informations sur les élections présidentielles. Ce n'est pas tous les 3 ou 6 ans ou 5 ans ou je ne sais trop quand. C'est la révocabilité des élus. La révolution a pour conséquence l'impossibilité d'une caste fonctionnaire au-dessus d'elle. La révocabilité des élus, le maximum des salaires sont des moyens d'un gouvernement à bon marché, d'un gouvernement républicain. Et il n'est pas inutile ici de rappeler que les responsabilités, excusez-moi, comme j'ai un temps limité, comme toujours, je veux aller trop vite et comme toujours, je trébuche ou ma langue fourche. C'est un défaut, hélas, habituel, donc je reprends. Il n'est pas inutile de rappeler que les responsabilités politiques au sein de la commune ne s'appelaient pas ministère, terme ONU entre tous, mais délégation ou commission. Et la question n'est pas sémantique, ou elle n'est pas que sémantique. La première définition de ministère, c'est métier. On s'occupe de cela à plein temps. On est formé pour cela. On a une paye spécifique pour cela. La commune n'a pas cette conception, nous non plus d'ailleurs. Une commission, cela se donne, et cela peut se reprendre. C'est ponctuel, c'est limité. Délégation, encore plus précisément. Il faut choisir ministère ou délégation. La délégation implique bien évidemment la révocabilité à tout moment. Deuxième exemple, ou plus exactement, deuxième ligne de force de la question de la démocratie sur la commune, la démocratie ne peut être celle du sommet. Quel contrôle peut s'exercer sur un territoire trop vaste, sur une population trop nombreuse? D'où l'importance de la commune, non pas de Paris, mais de la commune comme endroit, comme lieu politique, comme moyen également de la démocratie. Contrairement aux calomnies versaillaises, la commune de Paris ne cherche pas à imposer sa loi au pays. Gustave Courbet a écrit très joliment « Paris a renoncé à être la capitale de la France ». La commune, par ce système de communes au pluriel, a répondu à l'inquiétude de Jean-Jacques Rousseau sur l'exercice de la démocratie. Elle prolonge le célèbre discours de Robespierre du 10 mai 1793, et pourtant, nombre de communards ne se reconnaissaient pas dans Robespierre, mais c'est comme ça. Robespierre disait « Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner ». Alors je sais très bien, je vous connais, je me connais, je sais bien qu'à ce moment-là, quelqu'un va penser à une attestation de plusieurs pages, parce que c'est la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner. Ce n'est plus, on a failli avoir une attestation d'un volume d'une brochure. Bon, la manie ancienne de trop gouverner. Laissez aux individus, disait Robespierre, laissez aux familles le droit de faire ce qui ne nuit point à autrui. Laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires et tout ce qui ne tient pas essentiellement à l'administration générale de la République. C'est d'ailleurs pour cela
cette continuité politique que dans un certain nombre de villes, des communes, plus ou moins abouties, plus ou moins longues, vont se constituer, qui vont de la simple révolte à la solidarité envers Paris, jusqu'à l'insurrection, à la prise du pouvoir. Ça sera traité dans un texte qui figurera dans le volume des actes du colloque. Pour en revenir à la commune elle-même, la première séance de la commune est ouverte par son doyen d'âge, Bellay. Que dit-il? Depuis 50 ans, les routiniers de la vieille politique nous bernaient avec les anciens mots de décentralisation et de gouvernement du pays par le pays. Grande chose, dit-il, qui ne nous ont rien donné. Il poursuit. La commune que nous fondons sera la commune modèle, qui dit travail, dit ordre, économie et honnêteté, contrôle sévère. Et d'ailleurs, la Commune de Paris a donné de nombreux gages de la démocratie révolutionnaire. Jamais elle n'a insulté le peuple en lui demandant de participer, entre guillemets, à la démocratie. Dans les discours de la mairie de Paris, mais pas uniquement, j'ai entendu la Commune a donné à la mairie de Paris la démocratie participative. Premièrement, rien n'existait ni dans les textes, ni dans les méthodes, ni dans la manière de penser de la Commune de Paris sur une telle chose. Et puis fondamentalement, c'est tout à fait autre chose, c'est l'inverse. Le peuple travailleur ne participe pas à la démocratie. Il est la démocratie. Il en est le point de départ, le point d'arrivée, le vecteur et le moyen d'action. C'est considéré autrement que le peuple serait, comment dirais-je, une chose secondaire. Ce n'est pas notre point de vue. Exemple d'ailleurs, le 23 mars, un appel commun aux travailleurs diffusé par les sections parisiennes de l'Internationale et la Chambre fédérale des sociétés ouvrières disait, je cite, « Nous avons revendiqué l'émancipation des travailleurs et la délégation communale en est la garantie car elle doit fournir les moyens de défendre ses droits, de contrôler d'une manière efficace les actes de ses mandataires chargés de la gestion de ses intérêts. Contrôler, pas participer. » Et j'en arrive à un autre problème, qui est la Commune fut la première révolution pleinement démocratique et elle fut la première révolution entièrement ouvrière. Cette conjonction n'est pas un hasard. Pourquoi? Avant, pendant la Révolution française notamment, la démocratie politique existait. Et ce n'est pas un hasard si les communards ont repris les traditions de la Révolution française, parfois même à l'excès, en reprenant par exemple tel ou tel terme. C'est comme ça. Toujours une dialectique entre le passé et le présent. Mais cette démocratie politique de la Révolution était limitée par l'attachement à la propriété privée, même du temps de Robespierre, même contre Robespierre. La contradiction majeure de la Révolution était l'attachement à la propriété privée en même temps que la démocratie politique. Du temps de la Révolution, le prolétariat n'existait pas et ne pouvait exister. Dans les révolutions du XIXe siècle, la classe ouvrière qui montait en puissance a été la victime usurpée en 1830 comme en 1848. En 1848 avec les massacres de juin en plus. En 1871, il s'agissait de toute autre chose. La classe ouvrière, et tant pis si certains considèrent que je dis un gros mot, la classe ouvrière n'a rien qui la retienne à l'ordre capitaliste. Elle ne dépend de cet ordre que parce que l'ordre capitaliste existe. Les salariés peuvent exister sans les patrons ne peuvent pas exister sans les salariés. C'est aussi simple que cela. La classe ouvrière n'a aucun privilège. C'est d'ailleurs pour cela que les gouvernements successifs et les journaux à la traîne, Le Point, Valeurs Actuelles et bien d'autres, parlent de privilèges, entre guillemets, quand il s'agit de droits obtenus par la classe ouvrière. Il leur faut mentir, il leur faut déformer la vérité. N'ayant aucun lien avec l'ordre bourgeois, la classe ouvrière est naturellement, spontanément, consubstantiellement, dirait Saint-Augustin, pour la révocabilité des élus, inhérente au combat d'une classe qui n'a rien à perdre. Formulons le problème autrement. Quand on a un lien avec l'ordre bourgeois,
On est pour l'élection définitive comme mode de fonctionnement permanent, car il assure un lien avec cet ordre. Je suis irrévocable parce que je fais partie de l'ordre. Je suis révocable, au contraire, parce que je ne suis pas dans cet ordre, je ne fais pas partie de cet ordre. Et la classe ouvrière n'est pas dans l'ordre. C'est donc du mouvement même de la Révolution ouvrière que l'essentiel est apparu, s'inspirant des traditions de la Révolution française qui existaient. La révocabilité des élus, mandataires et non inamovibles. À partir de 1871, la démocratie ne peut être que prolétarienne. Le prolétariat ne peut lutter que dans l'accomplissement de la démocratie. Les deux choses sont liées. Et la démocratie n'a plus rien à voir avec un mode politique formel, qu'il s'agisse de la démocratie athénienne fondée sur l'esclavage ou qu'il s'agisse de la pseudo-démocratie bourgeoise fondée sur l'esclavage moderne que constitue le salariat. Une démocratie pleine et entière ne peut exister dans une domination de classe. Et ici, il faut dire un mot des organisations ouvrières en 1871. Pendant des décennies, et malheureusement, vu mon âge, j'ai connu cela, pendant des décennies de stalinisme écrasant, il était convenu de parler de l'inexistence de parti ouvrier au moment de la Commune. Et les publications staliniennes florissaient avec un vocabulaire manichéen. Le principal dirigeant du PC après la mort de Maurice Thorez, Jacques Duclos, écrivait quelque chose qui s'intitulait « Bakounine et Marx, ombre et lumière. La nuit, le jour, l'ombre, la lumière, le bien, le mal. » Un seul parti pouvait prétendre à l'existence historique. Toute autre tentative était rayée de l'histoire. Et en 1870-1871, les organisations ouvrières étaient organisées comme elles le pouvaient, dans les conditions économiques, sociales, politiques, culturelles de l'époque. Il y avait les blanquistes, il y avait les anarchistes de différentes sensibilités, les socialistes également de différentes sensibilités, les néo-babouvistes, les quelques membres qui se reconnaissaient dans la première internationale de Marx, on va dire, parce que les choses sont autrement plus compliquées. Et les chambres syndicales étaient les premières organisations syndicales, comme son nom l'indique, constituées, et outre les innombrables grèves qu'elles animaient et qu'elles avaient animées, étaient, d'un certain point de vue, les écoles des militants ouvriers. Il y avait un passage des chambres syndicales aux organisations de la Première Internationale, ou une appartenance des chambres syndicales à la Première Internationale, qui était tout naturel. Donc, toutes choses étant égales, il existait des partis politiques ouvriers, que ces groupements étaient faibles, que les relations avec la province, et surtout avec la province rurale, étaient fragiles, que la préparation idéologique était relative, dirons-nous, que le souvenir du passé était écrasant, certes, mais des groupes politiques ouvriers n'en existaient pas moins. Et il convient de ne pas confondre l'existence ou le souhait d'un parti moderne, expérimenté, implanté, tirant toutes les conséquences d'une situation révolutionnaire, et l'absence de parti. Ce sont deux choses différentes, ce sont deux données différentes. Et c'est ce mouvement tumultueux, pratique, désordonné en apparence, mais profondément logique, quand on regarde bien, qui est celui de la Commune. On va lire non pas deux documents, comme je le prévoyais, un seul. Le second sera publié dans le volume du colloque de l'IRELP. Ces deux documents, et le premier plus précisément, régénère, donne tout son sens à la question de la République. C'est le manifeste du comité central de la Commune du 26 mars 1971. Je cite: « La Commune est la base de tout État politique, comme la famille est l'embryon de la société. Elle implique comme force politique la République, seule compatible avec la liberté et la souveraineté populaire. La liberté la plus complète de parler, d'écrire, de se réunir, de s'associer, la souveraineté du suffrage universel, le principe de l'élection appliqué à tous les fonctionnaires et magistrats, suppression à Paris de l'armée permanente, propagation de l'enseignement laïque intégral professionnel, organisation d'un système d'assurance communale contre tous les risques sociaux, y compris le chômage. » Le dernier paragraphe me semble fabuleux. « Recherche incessante et assidue de
tous les moyens les plus propres à fournir aux producteurs le capital, l'instrument de travail, les débouchés, le crédit, enfin d'en finir avec le salariat et l'horrible paupérisme. Lisons bien ce dernier paragraphe. Recherche incessante et assidue de tous les moyens les plus propres. Ce n'est pas « j'arrive, j'ai, comment dirais-je, mon petit catéchisme révolutionnaire, page 8, alinéa 3, voilà ce que nous veux faire ». On recherche de manière incessante et assidue. La commune ne dit pas « j'ai trouvé », la commune dit « il faut chercher ». On aurait pu, pour des raisons de temps que vous comprenez mieux que moi, citer également la déclaration au peuple français adoptée le 19 avril, qui est du même ordre. Et quel est le problème, si j'ose dire? C'est que l'affirmation de la République, sa proclamation au sens son installation, s'accompagnait d'un certain nombre de mesures dont il est difficile de dire si elles sont démocratiques ou sociales, ce qui montre bien la difficulté d'ériger un mur entre ces deux catégories de revendications. Avec la commune, on n'est pas dans une république nominale, comme pouvait l'être la Troisième République, ou encore plus l'actuelle Cinquième République. Comme disait Jules Vallès, avec nos fusils d'insurgés, nous avons calé la République. La République, ce n'est pas l'absence de monarque. Plus exactement, ce n'est pas que cela. C'est une série de lois et de mesures pour que la res publica, la chose publique, soit effectivement publique, donc partagée, donc commune. La res publica, la chose publique, ce qui appartient à tout le monde, donc à chacun. Ce qui ne peut être divisé, fragmenté, hiérarchisé. La res publica, la République, quand on regarde, en elle-même, elle porte le refus du communautarisme, je dirais un nom du communautarisme. Puisque le communautarisme, bien souvent, on lance le mot, enfin, le mot est lancé, sans qu'il soit bien défini. On l'assimile au repli sur soi, d'un groupe qui fonctionnerait avec ses propres règles, que l'on souhaite imposer au reste de la population. C'est pour le moins très approximatif. Le repli sur soi est condamnable, je dirais, d'un point de vue philosophique, mais seulement philosophique. Il appartient à la liberté individuelle. On peut vivre comme Diogène dans son tonneau, replié sur soi, c'est moyennement confortable, mais c'est un choix. Chacun vit comme il l'entend en respectant les autres. Mais la deuxième partie de la proposition, imposer sa loi au reste de la population, c'est autre chose. Et il faut nommer les responsables. Et il faut nommer, il faut désigner le communautarisme. Parler de communautarisme, par exemple, sans mentionner le club Le Siècle, qui se prétend l'élite, qui susurre les comportements et les candidats adoptés, et dont on a vu récemment que la limite avec l'association de malfaiteurs était pour le moins ténue. Parler de communautarisme sans parler du siècle, c'est pour le moins extrêmement inexact. Le communautarisme, c'est d'abord le communautarisme de classe, celui de la classe capitaliste. Et l'actualité m'amène à une réflexion, On parle de dissoudre l'UNEF. Il y a loin de la coupe aux lèvres, mais quand même. Parce que l'UNEF pourrait organiser des réunions de syndiqués avec des caractéristiques particulières. Bon. Mais si on doit interdire une organisation parce qu'elle réunit des gens ayant des caractéristiques particulières et que ce serait, comme dit M. Ciotti, la base du fascisme, comme dit Blanquer, enfin, etc., etc. S'il faut commencer par dissoudre des associations qui réunissent des citoyens sur une base particulière, ne faudrait-il pas commencer par le MEDEF? Le MEDEF n'est-il pas l'organisation communautariste, communautarisée, discriminante? N'entre pas au MEDEF qui veut. Ne sont-ils pas, eux, les premiers, je pose la question de formule interrogative négative de manière parfaitement rhétorique, les premiers discriminants, les premiers excluants, ce sont les patrons qui se réunissent entre eux. Alors, si on est logique, on dissout le MEDEF. Mais justement, comme ils sont logiques, ce n'est pas notre logique, c'est la leur. Ils parlent de dissoudre l'UNEF pour terroriser les organisations syndicales et leurs militants, et justement pour que le MEDEF,
quelques autres, puissent régner sans partage. Ne croyez pas, même si j'ai dit au départ qu'il fallait se méfier des analogies et de ne pas chercher dans 1871 les réponses aux questions de 2021, il y a quand même, comment dirais-je, notre cerveau pour autant n'est pas coupé en tranches. Et donc revenons à la République. La République, elle devrait être la propriété du peuple, pour utiliser le terme grec qui a donné naissance à un certain nombre de choses. Il s'agit du laos, du peuple individu, le peuple dans sa communauté, le peuple comme ensemble homothétique, laos qui a donné laïcité. Et j'en reviens logiquement au fait que le Laos est libre. Chaque individu, chaque citoyen, il est libre parce qu'il est égal aux autres membres du Laos, du peuple individu. Cette liberté et cette égalité sont réciproques. Si on est libre sans être égal, c'est la liberté du plus fort. Si on est égal sans être libre, c'est l'esclavage. Donc c'est réciproque. Et c'est pour cela que ces deux termes sont à la base de la devise républicaine et impliquent le troisième terme de cette devise, la fraternité, dont il ne faut jamais oublier qu'il a été introduit par Robespierre. Et c'est donc logiquement, comme négation du cléricalisme du Second Empire et comme pleine affirmation de la démocratie inhérente à la classe ouvrière, que la Commune affirma la séparation des églises et de l'État lors du décret du 3 avril 1871. Que disent les premières phrases de ce décret? La Commune de Paris, considérant que le premier des principes de la République française est la liberté, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, etc., etc. La révolution, la démocratie, ne peut avoir lieu sans laïcité institutionnelle. Et il faut insister sur un aspect qui a abusé de votre patience. Pour la première fois, la liberté de conscience fait son apparition dans les textes législatifs. C'est la liberté individuelle qui est mise au centre. La loi de 1905 reproduira cet élément essentiel. Et d'ailleurs, des anciens de la Commune de Paris vont participer à l'élaboration de la loi de 1905. Il s'agit par exemple de Édouard Vaillant et de Jean Allemann, par ailleurs libre penseur, et au passage, Émile Lecel fera une communication fort attendue sur Jean Allemann lors de ce colloque de l'IRELP. Et de ce point de vue, on ne peut qu'être étonné quand Jacques Rougerie, dans son ouvrage Paris insurgé, écrit à propos du décret du 3 avril qu'il stipule le premier des principes de la République est la liberté, et qu'il oublie la liberté de conscience. C'est curieux, mais peut-être y a-t-il un lien avec la suppression des crucifixes dans les salles de classe par la Commune de Paris, que Jacques Rougerie qualifie, je cite, de laïcisation dure. Vous savez, il faut la laïcisation, mais il faut quand même laisser le clergé dans l'État. Et on est aux antipodes avec ce décret des lois actuelles. Relisons ce décret, c'est rapide. Le premier des principes est la liberté. Et cela nous attire, nous interpelle. C'est le premier des principes, pas des valeurs, des principes. C'est au passage une discussion très intéressante. Une valeur, on nous parle sans arrêt des valeurs de la République, personne n'est foutu de nous définir ce qu'elles sont. Une valeur, par définition, peut s'altérer, se modifier, se démonétiser. Elle peut changer. C'est fluctuant, une valeur. Une valeur peut perdre de sa valeur. Et on est incapable, j'insiste, de nous dire de quoi il s'agit. Un principe, c'est l'exact inverse. C'est inaltérable. Étymologiquement, un principe, c'est ce qui vient en premier, avant toute chose. Et on ne peut pas venir avant ce qui est en premier. Et si la liberté est le premier des principes, on établit une loi de liberté, comme le décret du 3 avril 1871, comme la loi du 9 décembre 1905. Et on ne multiplie pas les interdits, les surveillances, les discriminations, les chartes non signées, les chartes qu'il va falloir signer, les chartes dont on sait qu'un jour elles seront signées, mais dont on ne sait pas exactement, etc. C'est-à-dire qu'au-dessus de la liberté, on met un gendarme. Une liberté avec un gendarme, la liberté avec un gendarme, ce n'est pas la liberté.
On pourrait revenir, je ne le ferai pas, je vous rassure, sur les multiples mesures précises de la Commune de Paris concernant la laïcité, mais le fond du problème est lequel? La démocratie ne peut qu'aller avec la laïcité, c'est-à-dire avec la séparation des églises et de l'État. La démocratie ne peut se limiter. Limiter la démocratie, comment concevoir cela? Le lendemain de la proclamation de la Commune, tous les étrangers furent admis, je vais y arriver, c'est peut-être la fatigue, tous les étrangers furent admis dans ses rangs, car, je cite, le drapeau de la République est celui de la République, le drapeau de la Commune, je reprends, le drapeau de la Commune est celui de la République universelle. On ne peut pas être étranger, on est membre de la République universelle. D'ailleurs, il faudrait même se poser une question, ça veut dire quoi être étranger? Ici ou là, j'entends, plutôt ici que là d'ailleurs, telle ou telle personne, telle ou telle catégorie de personnes est qualifiée ou sont qualifiées de sans-papiers. Ça veut dire quoi, sans-papiers? Qui pourrait me dire qui est sorti du ventre de sa mère avec des papiers? Tout être humain, par définition, est sans papier. Les papiers, les fameux papiers, ce n'est qu'une décision administrative. Va t'asseoir, mon chéri, c'est de la salade. Si tu veux, je t'en servirai. Quelqu'un parle? Va t'asseoir, alors laisse-la tranquille hein, et va t'asseoir. Je vais te servir des pâtes. Si on m'interrompt, que comme je suis à moitié sourd, je ne peux pas répondre. Il y a, je crois, une partie de discussion ensuite. Donc, je reprends mon propos, et si c'est une interruption technique, vous êtes comme moi, vous n'y pouvez rien. Donc, c'est une décision administrative et uniquement une décision administrative. Je ne connais pas, autrement, il faudrait dire que l'humanité est divisée en catégories admissibles et non admissibles. Ce n'est pas le fonctionnement de la Commune de Paris pour la Commune de Paris, et c'est dans le même mouvement. Il y avait la laïcité parce qu'il fallait que chacun puisse être libre, et il fallait la République universelle parce que chacun devait être à égalité. C'est le même mouvement, c'est la même chose. Je dirais simplement un mot de l'ouvrier bijoutier Frankel, austro-hongrois, membre de l'Internationale, qui, à un moment, dans une discussion, dit la chose suivante, et je vais vers ma conclusion. La révolution du 18 mars a été faite exclusivement par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, nous qui avons pour principe l'égalité sociale, je ne vois pas la raison d'être de la Commune. On pourrait traiter beaucoup d'autres problèmes. Beaucoup, beaucoup. Par exemple, on pourrait traiter, c'est une évidence, de la question de la Commune de Paris comme marqueur de l'émancipation des femmes. Dans l'histoire de l'émancipation féminine, ce sera traité par Schimbuge lors d'une intervention également attendue à propos du colloque. Tous ces problèmes, ce que j'ai évoqué et d'autres, seront, je l'ai dit, discutés dans le volume qui comprendra les actes du colloque de l'IREL, mais pas uniquement, il y aura d'autres documents. Un mot sur ce colloque. Il aurait dû avoir lieu sous la forme d'un colloque, des gens qui se réunissent. De curieuses mesures sanitaires ont interdit la tenue du colloque. Les églises sont ouvertes, le métro est ouvert, mais pas les colloques, pas les universités. Donc on voit bien que, comment dirais-je, tiens, une anecdote. Hier, j'étais aux Archives nationales et je demandais des photocopies. Bon. Et la responsable de la salle, donc quand même quelqu'un d'important dans l'organisation des archives, dit ah bien, je viens d'apprendre à l'instant qu'il n'y a plus de photocopies. Et elle dit ça doit être à cause du Covid. Et elle rajoute il a bon dos. Oui, effectivement, il a bon dos. Dès qu'il y a une mesure qui n'est pas facile à faire passer, vous dites que c'est le Covid. Expliquez pourquoi, comment, c'est une toute autre discussion. Donc, pour en revenir à l'IREL, nous assurons la publication des actes de ce colloque avec d'autres documents, comme je l'ai dit. Et puisqu'il faut quand même bien terminer, il y a une phrase de la Commune de Paris que j'affectionne particulièrement. La Commune de Paris, en fait, dans ces mouvements allant vers le 18 mars, est connue pour avoir fait connaître une affiche, appelée l'affiche rouge, en date du 7 janvier 1871, qui se concluait par deux phrases. Place au peuple, place à la commune. J'aime beaucoup ces deux phrases et je vous remercie infiniment de votre patience parce que, comment dirais-je, une conférence longue en général, c'est pas facile, mais une visioconférence, c'est certainement encore moins agréable. Merci infiniment. Bon, merci beaucoup Jean-Marc.
Alors, Surtout parlez fort, parce que... donc, on avait prévu peut-être quelques questions. Alors, je sais que Jean-Marc n'aime pas ça. Alors, j'ai essayé de les rassembler avant, mais vous avez été très peu nombreux à dire quelle précision vous souhaitiez demander. J'ai simplement relevé une question qui est revenue à plusieurs reprises. C'est quelle est la filiation entre la Commune de Paris et la Révolution française, hein, et voilà, donc c'est une question comme ça qui est revenue 2 fois, donc je ne sais pas, tu peux peut-être nous dire un mot. Ah, j'y vais maintenant? Bah, sauf, est-ce que quelqu'un a une autre question à poser? Le risque que je réponde maintenant à cette question, c'est que c'est parti pour encore 1 heure. Eh ben alors, il faut en poser plusieurs des questions, comme ça tu fractionneras le temps. Comme vous voulez. C'est vous qui décidez, jeunes gens. Je réponds? Ou il y a une question? C'est vraiment... Je fais open bar ce soir. Alors, donc manifestement, il n'y a pas d'autres questions. Alors, écoute, ben, vas-y, commence, et puis on verra bien comment ça se passe. Vas-y, tu as la parole. Très schématiquement. Parce que bien évidemment, vous savez, c'est comme tout, quand on résume les choses, à force de les résumer, on arrive au résumé de Guerre et paix par Woody Allen, qui dit si en Russie il y a de la neige. Bon, on va essayer d'éviter un trop grand résumé quand même. La caractéristique essentielle de ces 2 mouvements, la Révolution française, la Commune de Paris, c'est qu'il s'agit de révolution dans les 2 cas. Vraiment, une fois que j'ai dit ça, après, il faudrait expliquer, et je peux essayer de le faire, la révolution, c'est quoi? C'est quand l'ordre habituellement convenu qui organise la société a volé en éclats. Il y a une formule, une chanson dans la Révolution française qui est parfaitement, comment dirais-je, symbolique. Il faut mettre en haut tout ce qui est en bas, il faut mettre en bas tout ce qui est en haut. C'est ça une révolution. C'est la suppression non pas obligatoirement au sens administratif, mais la suppression au sens on s'en débarrasse. Il y a un côté, c'est le printemps, c'est les beaux jours, c'est les feuilles, comment dirais-je, les vieilles choses tombent, les choses qui sont surannées disparaissent. Ça, c'est la principale caractéristique, et la révolution, c'est toujours la révolution du peuple. Alors bien évidemment, une fois qu'on a dit la révolution du peuple, il faut être plus précis, surtout quand on développe sur les 2 révolutions, les 2 phénomènes révolutionnaires en question, de quel peuple il s'agit. Là, par exemple, il y a un homme politique, un révolutionnaire russe, qui avait fait tout un bouquin, enfin, un chapitre d'un bouquin sur la comparaison entre 1789, 1848, 1871, et qui expliquait qu'il y avait 2 sortes de révolution, c'est bien évidemment schématique, veuillez m'excuser, une dans laquelle le peuple, la nation tout entière se rassemble, il ajoutait comme un lion, et chasse l'élément étranger. C'est très nettement le cas de l'indépendance américaine, c'est également le cas de la révolution corse du temps de Pascal Paoli, c'est d'un certain point de vue 1789, et puis il peut y avoir aussi la révolution, disait Trotsky, pour ne pas le citer, disait c'est quand la nation se divise en 2 et que c'est l'élément moteur qui anime la révolution. Dans le cas de la Commune de Paris, c'est, comment dirais-je, la classe ouvrière, le prolétariat qui chasse la bourgeoisie, qui chasse les corps parasites, la bourgeoisie, le bonapartisme, le cléricalisme, le militarisme, etc., etc. Et la deuxième, je ne sais plus où j'en suis, la deuxième caractéristique de la révolution, ce sont les formes de démocratie. Une révolution, ou ce qui se dit une révolution, où il n'y a pas d'organisation spontanée, comme on dit. La révolution espagnole avait une formule magnifique, la révolution espagnole de 1936. Je ne le dirai pas en espagnol parce que j'ai un accent épouvantable. Il s'agit des comités gouvernement. Chaque comité de quartier, d'usine, de localité, de région, je ne sais trop quoi, organise les choses. Est-ce que le peuple décide? Mais quand le peuple décide, ce n'est pas au sommet quelques délégués
comment dirais-je, eux, ils sont pas révocables à tout moment. C'est la démocratie spontanée. C'est divers comités. Ça s'est vu dans la révolution tunisienne, ça s'est vu en 1974 dans la révolution portugaise, etc., etc. Ça, très, 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 très schématiquement, ce sont les points communs. On se débarrasse du passé, c'est le peuple qui décide, et le peuple décide de manière, avec des formes d'organisation démocratique, parce que par ailleurs, ce sont les seuls efficaces. Vous participez, vous êtes dans une décision que vous avez votée. Si on vous dit de faire quelque chose, l'efficacité est bien moindre. La différence, je l'ai esquissée, mais il faut peut-être y revenir un petit peu plus en détail, entre 1789, 1794 et 1871, c'est le caractère de classe des deux révolutions. La révolution de 1871 est obligatoirement, et inévitablement, une révolution prolétarienne, ouvrière, la question de la nationalisation, même si c'est en filigrane. Bon, en 1789-1794, c'est considérablement plus compliqué. Des gens qui ont une vision étroite des choses disent qu'il s'agit d'une révolution bourgeoise. Oh là là, révolution bourgeoise, mais le principal dirigeant de la révolution, Robespierre, disait « les maux intérieurs viennent des bourgeois ». Donc une révolution bourgeoise contre la bourgeoisie. On commence à arriver à quelque chose de plus intéressant. C'est une révolution populaire qui devait à chaque fois se débarrasser des éléments qui empêchaient la révolution. J'ai l'habitude, je termine sur cette phrase, j'ai l'habitude d'utiliser une phrase quand j'essaye de définir la Révolution française. Il fallait affronter une monarchie absolue. Pour combattre une monarchie absolue, on ne peut que la combattre absolument. Ça explique les mesures extrêmement radicales. Dans le cadre où je l'ai dit, la propriété privée est toujours maintenue. Elle ne sera mise en cause qu'à la fin de la Révolution française et après la Révolution française, avec Babeuf notamment. C'est pas évident. Hein. C'est trop long, veuillez m'excuser. C'est pas évident. D'accord. Alors, c'est pas évident. Dans l'ordre, donc il y a Jean-Luc qui a levé la main. Moi aussi, là, mais j'arrive pas à lever la main. Surtout par l'effort, je vous prie. Ensuite, il y a Juani et après Eliane. Eliane. Alors, Jean-Luc. Est-ce qu'il est là, Jean-Luc? Il faut qu'il active son micro. Ou alors qu'il fasse des signes. Voilà. Bon, alors, le temps qu'il trouve son micro, je propose donc à Juani il a posé une question, c'est le drapeau noir existait-il sous la Commune? Oui. Et on le voit dans, comment dirais-je, les mémoires de Louise Michel. Mais le drapeau noir a existé, comment dirais-je, il n'a pas eu toujours l'influence ou la symbolique politique, etc. Il était le symbole de la colère, le symbole du deuil, le symbole du désordre, le symbole de la mort, donc de fait le symbole du refus de tout ce qui pouvait exister, le symbole de la misère. Mais il n'a eu en fait l'importance politique, façon de parler, l'importance symbolique que plus tard. D'ailleurs, en opposition, quoi qu'on puisse penser de cette opposition, au drapeau rouge. L'un étant le symbole de la tendance anarchiste, les autres de la tendance, entre guillemets, dite marxiste. Mais pendant tout un temps, c'était considéré comme des drapeaux qui flottaient ensemble. André Breton en parle d'ailleurs dans les années 50. Les drapeaux, dit-il, fraternellement mêlés du drapeau rouge et du drapeau noir. Très bien. Alors, Eliane. Oui, alors j'ai une question à poser par rapport à la situation de double pouvoir que tu as très bien décrit. Excusez-moi, je ne vais pas dire hurler, mais quasiment. Donc, je voulais poser une question par rapport à la situation de double pouvoir que tu as très bien décrite. Et aujourd'hui, j'ai entendu dans une émission sur France Culture qui était pas mal, mais à la fin, il faisait des rapprochements avec l'autogestion d'aujourd'hui.
à partir de la réquisition des ateliers de ceux qui s'étaient enfuis à Versailles. Et donc, ils ont expliqué qu'en fait, c'était une forme d'autogestion. Alors, j'aimerais bien que tu reviennes sur le problème. Qu'est-ce que c'est que, en fait, dans la Commune de Paris, la réquisition des ateliers et la dite autogestion dont on parle aujourd'hui et qui, à mon avis, ne pose pas le problème du pouvoir, quoi. Ce sont deux. Je peux? Oui. José, je peux? Ce sont deux phénomènes totalement différents que l'on essaye à tout prix de lier. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Proudhon ou Courbet, je ne sais pas lequel des deux, qui à propos du mot anarchie disait « Je sais que ça vient du grec, mais je ne sais pas où ça va ». En tous les cas, c'est un souvenir de mon adolescence, une formule. Autogestion, on ne sait pas vraiment où ça va. Vous pouvez coller le terme autogestion à peu près n'importe quoi. Regardons en 1944-1945, quand les patrons qui étaient liés pour une part essentielle à Vichy et aux nazis ont fui dans un certain nombre d'usines, les ouvriers ont repris les usines, ont commencé à les faire tourner. S'agissait-il, comment dirais-je, d'autogestion? Il est facile de placer un mot sur une réalité que on n'a pas encore définie. Qu'il y ait une forme de gestion directe par les ouvriers, au moment de la Commune de Paris, c'est évident, ça a lieu partout. Ça a lieu dans tous les moments. La question de la Commune de Paris, et c'est voilà pourquoi on ne peut pas parler d'autogestion, parce que quand je ne connais pas cette émission, de vous à moi, je me refuse de lire, de regarder, d'écouter les émissions d'actualité ou d'histoire ou d'évocation de la Commune de Paris, parce que le modus operandi général, c'est ils étaient formidables, ils étaient héroïques, ils étaient tout ce qu'on veut, mais c'était quand même un peu utopique tout ça. Moi, je n'ai jamais pensé cela. Je ne pense pas cela. Comme disait le grand militant français Alfred Rosmer, il s'agit simplement de l'émancipation de l'humanité. Je ne tape pas sur l'épaule, je ne verse pas une larme au mur des faits aguerrés en disant « Ah, vous avez essayé, mais vous n'avez pas pu faire grand-chose, les gars. » Non, ce sont mes camarades, ce sont mes camarades, ce sont nos camarades. Et donc, de ce point de vue, je ne regarde pas ces émissions parce qu'elles ont cette caractéristique-là. Et sur l'autogestion, on en revient toujours à un truc qui est « débrouillez-vous comme vous pouvez ». Mais la Commune de Paris n'a pas dit « débrouillez-vous comme vous pouvez ». Elle a chassé le pouvoir bourgeois. Elle a mis à la place un pouvoir ouvrier. Ce n'est pas dans votre atelier parce que les patrons sont partis, faites comme vous pouvez, ce que je comprends parfaitement. Vous êtes, ouvrier boulanger, le patron de la boulangerie s'en va, ben vous continuez à faire du pain. Autogestion, probablement. Pas autogestion, probablement. Et ça sert à quoi de mettre une étiquette? Vous savez, c'est comme les bouteilles de mauvais vin, on met vin supérieur. Bon, c'est futile, c'est du nominalisme. Mais ce qui compte dans la Commune de Paris, ce que tout le monde, et j'espère l'avoir montré dans ce que j'ai dit, que tout le monde refuse de voir, c'est que c'est la démocratie aller jusqu'au bout, et la démocratie aller jusqu'au bout, ça ne peut être que l'œuvre de la classe ouvrière, parce que c'est la question de la prise du pouvoir et d'un pouvoir nouveau, d'un pouvoir fondé sur l'éligibilité et la révocabilité sans délai, je dirais. Parce que tout le reste, c'est détourner l'attention de cette question centrale. Est-ce qu'il faut prendre le pouvoir ou pas? Parce que, voilà, une fois de plus, j'ai dérivé, veuillez m'en excuser. Alors, j'ai noté après que Nino voulait prendre la parole. Il faut qu'il active son micro. Nino? Bon, il ne trouve pas son micro, Nino. Bon, alors, j'ai un commentaire de Eric. Donc, il y a quelqu'un qui a pris la main, là. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions... Est-ce que je peux dire un mot? Oui. Vas-y. J'ai évoqué à plusieurs reprises les actes du colloque de l'IRELP, etc., bien évidemment par visioconférence.
je ne peux pas vous faire suivre les bulletins de souscription de cet ouvrage. Je vous recommande, pour ceux qui ne seraient pas abonnés à la lettre d'information de l'IRELP, de le faire. C'est tout simple. Vous écrivez à l'adresse électronique suivante, irelp, IRELP, @laposte.net, et vous indiquez que vous voulez recevoir la lettre d'information de l'IRELP, et vous aurez toutes les informations concernant la vie de l'IRELP, et pas uniquement la vie de l'IRELP, parce qu'on s'occupe de beaucoup de choses. C'était le quart d'heure publicitaire. D'accord. Et là, c'est Nino. Oui, Nino. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, voilà, je suis désolé. Bon, alors, je voulais te poser la question, pour revenir au drapeau et à sa couleur. Que penses-tu de cette citation de Léo Ferré? Le drapeau noir, c'est encore un drapeau. Ah, c'est pas mal. Par ailleurs, j'aime beaucoup. Hein, enfin, j'aime beaucoup. J'aime énormément Léo Ferré. Mais c'est à la fois juste. Mais il faut bien se regrouper. Il faut bien trouver quelque chose. Bien évidemment, c'est une magnifique formule. De toute façon, de vous à moi, vous connaissez des formules de Léo Ferré qui ne soient pas magnifiques. Oui, c'est vrai. Mais il faut quand même un signe de reconnaissance. Oui, bien sûr. Je disais là, des archives sur des révolutionnaires du temps de l'Empire, ils avaient des signes de reconnaissance. Leur signe de reconnaissance, c'était que l'un devait montrer un nombre impair de doigts sur le côté gauche de son veston, et l'interlocuteur qui était initié, on va dire, devait répondre de la même manière, mais du côté gauche. Il faut toujours un signe de reconnaissance. Autrement, mais la formule de Ferré, elle est splendide, mais je préfère Merde à Vauban. Alors, merci Nino. Maintenant, c'est à Roland. Roland, est-ce que tu peux activer ton micro? Roland? Bon. Alors, moi, en attendant... Excuse-moi, José. Oui. J'ai vu quelqu'un qui se cache qui s'appelle Gauvin. Écoute, peut-être, j'avoue qu'on... Est-ce que c'est le Gauvin qui est étudiant que j'ai reçu lors d'une réunion à l'IRELP dans le 20e arrondissement? Il a bouclé son micro, donc je ne peux pas savoir. Alors, Roland, mais je crois que c'est lui. Roland me dit qu'il a activé son micro. Est-ce que tu peux écrire ta question via le chat? Voilà, et pour patienter, donc moi je voulais vous faire un peu de publicité. Donc il y a cet ouvrage pour si vous voulez approfondir avec des ouvrages écrits par Jean-Marc. Donc il y a celui-ci là qui est assez récent. C'est La France en grève. Pourquoi les autres ne le sont pas? Non, mais je te parle de ceux que j'ai lus. Donc je te taquine, José. Je sais, j'ai compris. Donc La France en grève, qui part de la première grève jusqu'au gilet jaune et qui se termine sur l'épidémie que nous traversons. Donc, vous voyez, ça commence en 1228 jusqu'en 2020. Donc, vraiment, c'est un document qui est très fouillé, qui explique tout le processus, tout le phénomène, toute l'histoire, et toutes les trahisons aussi, et l'état d'esprit dans les états-majors du mouvement ouvrier, comme il a évolué. Donc, vraiment, je vous le conseille. Il y a ce livre, donc, c'est en même temps des livres très courts, vous voyez, qui sont très faciles à lire. Donc, il y a La Révolution française de Jean-Marc Schiappa. Donc, celui-ci fait 5 €, celui-là fait 3 €. C'est pas comme ça qu'il va s'enrichir, Jean-Marc, mais bon, le fait est que c'est très accessible et donc, vraiment, moi, je vous les conseille. Excusez-moi. On ne voit pas les images des livres. Ah, de couverture. Là. Mais si. Oui, ok, merci. Hein, donc, c'est La Révolution française, 1789-1799. Il y a La France en grève. Hein, et il y a un dernier livre que j'ai commencé, je ne l'ai pas fini, c'est La Révolution expliquée à Marianne. Qui est plus épais, vous voyez, donc qui demande voilà, une étude un peu plus poussée. Et je crois savoir qu'il y en a un qui va bientôt sortir, dont la sortie a été repoussée de quelques jours. Hein, c'est 89 questions
sur 1789. C'est bien ça, Jean-Marc? 89 phrases pour comprendre la révolution de 89. Voilà, donc c'est dans les jours qui viennent. Courant 14 avril. Voilà, le 14 avril. Donc, bien entendu, tous ces livres, on peut les trouver à la librairie de la Fédération nationale. Hein, et vous verrez que c'est un élément de formation très important. Hein. Si vous voulez un peu meubler votre confinement et votre couvre-feu, que vous avez épuisé toutes les séries Netflix et tout ce qui passe à la télé, c'est l'occasion de vraiment voir autre chose et de pousser les sujets. Hein, donc, alors, Mon micro est ouvert. Alors, le micro est ouvert, Roland? Oui. Vas-y. Oui, donc moi, je voulais revenir sur le fait de la commune qui, dans les émissions effectivement télévisées et autres, est considérée comme utopique. Et je pense que ce serait intéressant que le conférencier revienne sur le pourquoi donc justement cette commune a échoué. Alors, il y a bien sûr le rôle de Thiers qui a tout fait pour que justement encercler la commune et faire d'ailleurs comme il a fait avec les canuts, si je me bonne mémoire, en 1834, il a effectivement évacué la ville pour pouvoir mieux l'encercler, pour pouvoir après justement ensanglanter la commune. Hein, il y a quand même eu un nombre de morts assez hallucinant. Il n'y avait pas de prisonniers, on fusillait sur place. Donc je pense que ça serait intéressant de voir pourquoi, notamment les communeux, n'ont pas marché sur Versailles tout de suite pour justement bousculer Thiers et essayer d'étendre la révolution à tout le pays. Voilà, donc ça serait intéressant de revenir là-dessus, à mon avis. Alors, j'ai une autre question de André Chantrin. Comme ça, tu peux te préparer. Y a-t-il une filiation entre l'expression « tout le pouvoir aux communes » et la commune de Paris et celle des autres villes comme Marseille, le Creusot? 3 petits points. Alors, les deux questions, en fait, sont liées. D'abord, il y a une expression que je n'utiliserai pas personnellement, l'échec de la commune de Paris. Parce que, d'un certain point de vue, nous sommes tous voués à l'échec. Un jour, on va tous mourir. Bon. L'échec par rapport à quoi? Par rapport à quel objectif? Par rapport à quelle ambition? Historiquement, on se souvient de Thiers parce que c'était un salopard qui a buté la commune. Bon. Est-ce qu'on se souvient de Thiers pour autre chose? Bon. On se souvient de la commune parce qu'elle a, dans le monde entier, je suis tombé là, grâce à Internet, il y a un certain nombre de cérémonies, de conférences, d'explications, etc. Au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, en Russie, etc. C'est quelque chose qui a... Rendez-vous compte, c'est un truc qui a duré 72 jours dans un Paris considérablement limité à l'intérieur des fortifications. Et 150 ans après, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire et qui a marqué, d'un certain point de vue, notre histoire perso. Il y a telle ou telle personne que je connais qui se revendique, à juste titre, d'avoir eu un ancêtre ayant participé à la Commune de Paris. Et il a raison. Ça structure le mouvement ouvrier. Ça le définit. Et en quoi ce n'est pas un échec? C'est que la Commune de Paris a montré 72 jours d'accord. Et 72, c'est mieux que 71. Et ça aurait été 73, ça aurait été encore mieux, etc., etc. Ça a montré que la classe ouvrière est capable d'organiser la société sur une base nouvelle. Ce n'est pas un échec, c'est une victoire historique. C'est la forme enfin trouvée de ce que peut faire la classe ouvrière, comme disait Marx. Ça, c'est une première chose. Après, les raisons politiques qui sont liées. Pourquoi les communards n'ont-ils pas marché sur Versailles? Ils ont fait ça et d'autres choses. Et ils ont fait ça en bien et d'autres choses. Et puis, ce n'était pas obligatoirement la marche sur Versailles, parce que la marche sur Versailles, organisée, dans laquelle qui a vu cette sortie terrible, l'assassinat de Flourens et de quelques autres, et de Duval et de quelques autres, c'était pas en soi l'idée,
C'était que faire, comment faire. C'est comme tout quand on fait une action, c'est pas tellement l'action qui compte, c'est pourquoi faire. Et ça rejoint la question des communes ou des tentatives de communes ou des insurrections dans les autres villes. Ce qui a marqué la faiblesse, non pas l'échec, la faiblesse de la Commune de Paris, c'est l'état d'organisation. Comment je peux dire ça? Je vais dire idéologique, le terme n'est pas bon. C'est la première fois qu'ils essayaient. C'est la première fois qu'ils essayaient. C'est la première fois que la classe ouvrière essayait. Et il y a eu toutes ces discussions au moment de la Révolution russe, où un certain nombre de personnes disaient « Oh oui, mais la Commune de Paris, elle a fait ça, qu'est-ce que c'était bien ?» Ouais, d'accord, ils se sont cassés la gueule. Alors, qu'est-ce que c'est bien et se casser la gueule, c'est pas terrible. Donc, c'est la classe ouvrière qui, par son mouvement, se modifie les choses. Et le fait qu'il n'y ait pas eu... Alors, j'ai horreur de dire ce genre de propos, parce que ça fait le mec qui, 150 ans après, dit « Oh les gars, vous auriez dû faire ça, ça aurait été tellement mieux si ça avait été comme ça. » Il est incontestable de voir que l'organisation matérielle, pratique, idéologique au sens large du terme, théorique, mais pas uniquement, était extrêmement faible. Quand il s'est passé des choses à tel endroit, cela ne s'est connu à Paris ou dans d'autres villes qu'avec beaucoup de retard. La classe bourgeoise était de ce point de vue parfaitement plus éduquée, on va dire, c'est ça le terme que je cherchais. C'est l'éducation de la classe ouvrière. Les 72 jours de la classe ouvrière au pouvoir sous la Commune de Paris ont été quelque chose d'historiquement définitif et absolu, parce que la classe ouvrière a montré au monde entier qu'elle était capable de diriger la société. Et le reste. Comment je peux appeler ça? Les dépouilles des communards n'existent plus. Il y a encore des souvenirs. Si vous allez au Jardin du Luxembourg, vous verrez les statues des lions, et vous verrez qu'à hauteur d'homme des statues des lions, il y a encore des impacts de balles, parce que nos camarades ont été fusillés dans le Jardin du Luxembourg, ils ont été fusillés à la caserne Lobo, ils ont été fusillés partout où on pouvait fusiller. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'était ça qui comptait au moment, bien évidemment. Mais maintenant, 150 ans après, ce qui compte à la face de tous les réactionnaires de valeurs actuelles, du point, du gouvernement Macron et autres, la classe ouvrière est capable de diriger. Vous avez besoin de la classe ouvrière pour diriger, la classe ouvrière n'a pas besoin de vous pour diriger la société. Voilà ce que je pourrais dire. Très bien. Bah, écoutez, j'ai plus de questions. Et bon, très franchement, on va arriver à 2h moins le quart de réunion. C'est pas mal. Moi, je peux vous annoncer que cette émission a été enregistrée et va être mise en ligne sur la page Facebook de la Libre Pensée de Moselle. Donc, je vous appelle à vous y abonner. Et sur notre chaîne YouTube. Vous voyez, on s'est bien adapté aux outils modernes. Sauf à ce que vous ayez une autre question, moi, je vous propose d'en rester là. Alors, Christophe, message privé pour vous. Alors, je ne comprends pas le message. Non, plus d'autres questions. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Oui, une autre question, c'est comment on explique le rayonnement international de la Commune de Paris, puisque la Commune de Paris est beaucoup plus saluée à l'étranger qu'en France. On a des timbres qui sont édités dans les pays de l'Est. On a aussi, j'ai eu la chance de visiter le cimetière du Père-Lachaise avec un guide des Amis de la Commune, et on a fini bien évidemment sur le mur des fédérés. Et à ce moment-là, un groupe de personnes mettaient un bout de papier derrière la plaque, et donc on les a abordés, et c'était des Brésiliens qui venaient saluer les communards. Donc, c'est au-delà que ce soit la Commune de Paris, 72 jours, mais manifestement, au niveau international, c'est même encore beaucoup mieux connu qu'en France, quoi. Oui. Mon point de vue, mais ce n'est que mon point de vue, je ne dirais pas que la Commune de Paris est plus connue à l'étranger qu'en France,
je dirais que la Commune de Paris est moins connue en France qu'à l'étranger. Ce n'est pas exactement la même chose. Parce que si on dit que la Commune de Paris est moins connue en France qu'à l'étranger, la question qui se pose obligatoirement n'est pas l'efficacité du mouvement ouvrier ou des organisations ouvrières ou de nos camarades à l'étranger. La question qui se pose est l'inefficacité du mouvement ouvrier et surtout de ses dirigeants dans ce pays. Parce que quand même, tout le monde est en train d'oublier. Mais le grand socialiste qui s'appelait François Hollande, il avait dans son gouvernement un non moins ministre socialiste qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc, qui a généré, qui a conchié la mémoire, l'histoire, le souvenir de la Commune de Paris? Qui, par exemple, considère que c'est normal de voter pour que le Sacré-Cœur soit dans les monuments historiques? Qui considère que c'est normal de ne pas donner à la station de métro Belleville le nom Belleville, Commune de Paris? Qui considère qu'il faut organiser une fresque éphémère? Mais quelle honte! Ce ne sont pas les militants ouvriers en France qui sont responsables de cela. Ce sont ceux qui parlent à tort et à travers, j'allais dire à gauche et à droite, surtout à droite, de ce qu'est, soi-disant, le socialisme. On a vu dans cette ignominie qui est l'attaque réactionnaire contre l'UNEF, tout un certain nombre de dirigeants prétendument de gauche, issus, ils ont fait leur carrière avec ça, de l'UNEF, pour cracher sur le syndicat étudiant que représente l'UNEF. Les responsables ne sont pas les militants ouvriers étrangers que je salue, les responsables ne sont pas les militants ouvriers français que je salue, les responsables, ce sont les dirigeants de ces organisations en France qui ne, j'allais dire une grossièreté, tant pis je vais la dire, qui ne branlent pas une ramée pour défendre les intérêts du prolétariat. Et ça fait des années que ça dure. Mais, comme disait l'autre, les mauvais jours finiront. Je me suis mis un peu en colère, mais je vous rassure, par rapport à ce que je pense, ce n'est rien. D'accord. Alors, donc, Jean-Luc dit « Les ouvriers ont-ils la volonté de prendre le pouvoir ?» Et Xavier, et les jours heureux. Je n'ai pas entendu, excuse-moi, José. Alors, la question de Jean-Luc, c'est « Les ouvriers ont-ils la volonté de prendre le pouvoir ?» Actuellement? Oui. Actuellement? J'en sais rien, je ne fais pas de sondage. Je ne sais pas. D'accord. Je ne peux pas répondre à ça. Bien non, sûr. non, sérieusement, je ne peux pas répondre à ça. Ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas, comment dirais-je, dans la logique où je vais interroger chaque personne qui sort du métro en disant « Tu veux prendre le pouvoir ?» Non. « Et toi, tu veux prendre le pouvoir ?» Oui. « Et toi ?» Ce que je dois dire, comme militant, parce que je suis un militant, comme responsable, comme président de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, et qui à ce titre a quelques, comment dirais-je, choses, au pluriel, à dire, c'est quel est le devoir du militant? Le devoir du militant, c'est de dire ce qui est. Je ne sais pas si les ouvriers ont envie de prendre le pouvoir. Ce que je sais, c'est que, c'est pas que ce que je sais, c'est que tout le monde sait, que tout le monde voit, c'est que la classe capitaliste amène l'humanité à la barbarie, à la sauvagerie, à la décomposition, c'est même pas le Moyen-Âge, c'est à la misère, même la misère, le terme, ça je le sais. Et vous savez, je ne suis pas des gens qui considèrent que les ouvriers doivent faire ci, doivent faire ça, ont envie de faire ça. On verra bien. Ce qui compte, c'est ce que chacun d'entre nous a envie. Chacun d'entre nous a envie. Se sent le devoir de dire et de faire. Ça, je le sais. Enfin, pour moi, je le sais. Pour les autres, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux me prononcer que pour moi. Je ne peux pas répondre à cette question de mon camarade. J'en sais rien. Alors, je propose de prendre la dernière question. C'est encore Jean-Luc. À l'expérience des Gilets jaunes, il semble qu'ils aient préféré la révolte à la révolution. Même chose, je n'en sais rien.
Qui a tapé sur les gilets jaunes comme des malades? Le gouvernement, c'est une évidence, mais pas uniquement. Qui a laissé les mecs tous les gilets jaunes, hommes et femmes, tout seuls? C'est ça le problème. Le problème, c'est pas qu'on préfère la révolte à la révolution. Comment je vais dire ça de manière... c'est sémantique. C'est quoi la différence entre une révolte et une révolution? La révolution, c'est quand on gagne, d'accord, mais pour gagner, il faut quoi? Pour gagner, il faut, je ne vais pas dire se débarrasser, ce serait une formule un peu abrupte, mais qui a laissé, tiens, puisque José a eu la gentillesse de faire mention de mon petit bouquin sur la France en grève, on se souvient de tout ce qui s'est passé autour du 15 décembre et du 31 décembre de l'année 2019, où les cheminots et la RATP ont été laissés tout seuls. Tout seuls. Ce n'est pas les enseignants qui essayaient, même pendant les vacances, d'aller manifester. Ce n'est pas telle ou telle catégorie de personnel. Qui les a laissés tout seuls? Qui a inventé cette formule d'une cruauté dégueulasse? La trêve de Noël. Qui a dit, comment dirais-je, autour du 15-20 décembre, la prochaine grève aura lieu le 9 janvier. Ce ne sont pas les gars de la SNCF, les gars et les filles de la SNCF, ni de la RATP, etc., etc. Les responsables sont des responsables. Autrement, à quoi ça sert d'être responsable? À quoi ça sert d'avoir de grandes, d'immenses responsabilités si c'est pour ne pas les assumer? On en revient par la bande à la question de la Commune de Paris. Les responsables, ils doivent être révocables. Ils ne sont pas élus. Parce que quand la première internationale dit pendant 3 ou 5 ans, on désigne le responsable qui va fouler aux pieds les droits du Parlement, les droits du peuple au Parlement, etc. Est-ce que c'est valable uniquement au Parlement? Est-ce que ce n'est pas valable également ailleurs où des gens sont élus pour 3, 6, 8, 4, peu importe, et qu'on n'entend pas, on ne les entend plus, ils disparaissent. Les responsables sont ceux qui sont aux responsabilités, personne d'autre. Je ne vais pas faire peser le poids de la révolte ou de la révolution, de l'absence de révolte ou de révolution à un type, moi ici, pardonnez-moi l'expression, isolé. Le responsable est responsable. Autrement, tu n'es pas responsable. Mais visiblement, ceux qui sont responsables aiment bien être responsables. Est-ce que mon message était suffisamment clair? Très bien. Alors, bon, écoutez, on arrive aux 2 heures de réunion, donc je propose qu'on en reste là, à ce format de 2 heures, qu'on remercie Jean-Marc pour l'effort qu'il a produit et les réponses aux questions. C'était un plaisir. Et à vous tous qui avez été là très assidûment pendant 2 heures, à un moment de la journée où on aimerait bien se détendre. Hein, pour finir, je vais faire un petit peu de publicité. Si vous voulez vraiment qu'on parle de la commune et diffuser par vous-même le message, nous, on a produit des masques où il y a marqué dessus 150 ans, la commune de Paris n'est pas morte. D'un côté, il y a Louise Michel de l'autre. On l'a produit en blanc, noir et puis en rouge. Hein, et donc, voilà, c'est une façon comme une autre de diffuser dans un cercle très rapproché la question de la commune et de la faire revivre. Hein, voilà, donc, en tout cas, si vous souhaitez avoir des nouvelles de cette conférence, restez abonné à notre page Facebook. Et puis, on en produira une autre très prochainement, sous ce format. Voilà. Donc, je te laisse le mot de la fin, Jean-Marc. Merci. Voilà, et puis, écoutez, bonne soirée. Ça suffit. Au revoir à tous. Salut. Au revoir, bonne soirée. Christophe. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Et merci pour votre patience. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. C'est gentil. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.